Les gens ont accès aux vêtements parce que plus tu produis, plus la valeur des marchandises baisse. J'ai déjà expliqué ça, la baisse tendancielle du taux de profit. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'il me faudrait 4 jours. Mais plus tu produis des marchandises et plus la valeur, elle diminue. Et plus tu vas pouvoir l'acheter. Ce téléphone portable, aujourd'hui, il s'achète 100 € alors que moi, dans les années 1980, j'avais un Radiocom 2000 dans ma société que j'avais payé 20 000 francs, si tu veux. Tu vois ? Donc on voit bien que l'effet industriel abaisse la valeur des marchandises et permet à les diffuser plus largement. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle les fameuses économies d'échelle, c'est-à-dire plus tu vas fabriquer en grande quantité, plus tu vas baisser le coût de base initiale. Tu vas baisser le coût, puis aussi tes moyens de production vont être différents, parce que là, il y a des automatismes qui sont mis dans ce truc-là, et puis donc le capitalisme, il fonctionne comme ça, vers il amène la baisse tendancielle de la valeur des marchandises, la baisse tendancielle de la valeur des marchandises, qui a un effet à la fois négatif et un effet positif. Il y a l'effet positif parce que les marchandises sont moins chères, mais l'effet négatif, c'est que au bout d'un moment, c'est plus intéressant de les fabriquer, ou alors faut les fabriquer avec des gens qui sont payés avec des queues de cerises. C'est comme ça qu'on file ça au Shintok. Voilà. Donc on voit qu'il y a cet effet, il y a un effet industriel, tu peux le juger positif, négatif. Moi je ne le juge pas. Les gens attendent que je prenne des positions, moi je ne prends pas de position. J'essaye d'expliquer comment ça marche. Non, ils ne sont pas d'accord justement avec ce que tu dis là, par rapport au fait que tu dis que l'âge a évolué et à cause du capitalisme on vit plus vieux. Il y en a plein qui me disent mais non, ils me disent que c'est vrai que les pharaons pouvaient vivre jusqu'à 95 ans. Que... Les pharaons, mais pas les gens, pas le pauvre type qu'on voyait des types, ils avaient plus de dents parce qu'il y avait du sable dans le pain. Enfin, on voit bien que l'espérance de vie aujourd'hui est plus importante qu'il y a ne serait-ce que 100 ans. Enfin, tout le monde le sait. On me dit le contraire, c'est même pas la peine de poser la question. C'est ridicule. Attends, moi j'ai envie de te poser la question quand même. Est-ce que c'est pas encore une fois un paradigme européen ? Est-ce que on peut dire qu'il y a 100 ans, je sais pas, aux îles Fidji, vivaient moins longtemps, 1900 qu'en 1980 ? C'est pas, on peut pas le savoir. Ça. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est pas valable que pour un paradigme européen ? Est-ce que c'est pas quand même, ou pour aller un paradigme des pays industriels ? Vas-y, on veut bien mettre les États-Unis, Canada, tout ça dedans, mais est-ce que cette réalité-là s'applique écoute, on pourra faire appel. Dans ce que je connais, dans l'étude des squelettes et des momies, la plupart des momies qu'on a trouvées ne dépassaient pas 50 ans. Donc, bon. Si tu veux, la moyenne de vie avant la médecine moderne et la technologie moderne, c'était entre 40 et 50 ans. C'était pas plus que ça. Donc là, si on prétend le contraire, là, j'y peux rien. Qu'est-ce que je fasse ? Je vais dire oui, non. Tu veux, voilà. Bon. Bah non, parce ils me disent non, vas-y continue, non, parce qu'on me dit oui, l'effet industriel du capitalisme a diffusé le cancer, de façon. Oui, mais moi j'ai eu un cancer du poumon. Bon, si j'avais vécu au XVIIIe siècle, t'aurais peut-être pas eu de cancer du tout. Mort. Non, t'aurais peut-être pas eu de cancer. Mais j'aurais pas eu de cancer, mais je serais mort de tas de trucs, d'infections, de n'importe quoi, parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. J'aurais pu mourir de n'importe quoi. Mais tu sais pas, ils avaient des plantes, regarde en Chine, la médecine chinoise, ça existe depuis des siècles. Les mecs, ils guérissent tout. Non mais c'est vrai, même en Afrique. Regarde, la majorité des médicaments, c'est quoi ? C'est des plantes qui reprennent d'aujourd'hui. Ces plantes, elles existaient depuis des milliers d'années. Bon, qu'est-ce que je fais ? Mais continue. Moi, je peux rien, moi. Mais si, mais c'est pour... Non, mais c'est que on est obligé de prendre la réaction en passage. On dit des balivernes, qu'est-ce que je te dis ? J'y peux rien, moi. Non, c'est qu'on n'a pas les mêmes points de vue, c'est tout. Mais c'est pas une question de point de vue. Mais non, ça n'a rien à voir avec un point de vue. Moi, je n'ai pas de point de vue, messieurs, dames. Je n'ai aucun point de vue. Si. Je n'ai pas d'idéologie. J'essaye d'expliquer les choses
telles qu'elles sont. Non, voilà. Oui, mais telles qu'elles sont. Alors moi, on me demande de prendre des positions. Je n'ai pas de position. Est-ce que c'est pas eurocentré parce que mécanisme. Oui, mais justement, ce mécanisme, il est valable dans des conditions européennes. Dès que tu vas l'appliquer à une autre partie du monde, ça ne fonctionne plus. Tu me dis cette partie du monde, moi je te dis, je pense voilà aux Nouvelles Hébrides par exemple. Est-ce que ce paradigme-là, il s'applique aux Nouvelles Hébrides? C'est pas évident. Pourquoi aux Nouvelles Hébrides, on vivrait moins bien en 1900 qu'en 1985? C'est pas sûr. Je ne parle pas des Nouvelles Hébrides, moi. Oui, c'est pour ça que je parle de la science, de la technologie, de l'industrie. Alors, aux Nouvelles Hébrides, il n'y a pas de science, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'industrie. Voilà, je parle de la science, de la technologie et de l'industrie, qui concerne, en gros, le monde, l'Eurasie, de la Chine à l'Occident. Voilà. Bon, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a des Amérindiens au fond de la forêt qui vivent de chasse et de pêche. Je ne connais pas leur probabilité de survie, mais elle ne doit pas être énorme non plus. Mais bon, je ne dis pas qu'ils sont malheureux. Moi, je ne mets pas de jugement de valeur. Pourquoi vouloir toujours mettre des jugements de valeur? Non, c'est pas un jugement de valeur. C'est toujours les mêmes mécanismes. C'est pas un jugement de valeur. C'est pour expliquer que si tu veux, dans d'autres civilisations, à d'autres moments, il a pu se passer des choses. Par exemple, moi je pense... mais moi je parle, encore une fois, la énième fois, science, technologie, industrie. Oui, on pourrait parler par exemple des Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont dans la science, la technologie, l'industrie. Non, il n'y avait pas d'industrie en Égypte ancienne. Il y avait de la science, il y avait très peu de technologie, il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup. Et par rapport... C'est les seuls qui nous ont laissé des vestiges encore que les autres... quand même. Bon, je sais pas. Ça c'est de la technologie. Les pyramides, c'est pas de la technologie. Ça c'est de la technologie. Le Sphinx, ici, vous avez de la les colosses de même nom qui font 1500 tonnes, c'est pas de la technologie. Non, c'est pas de la technologie. Alors comment on fait? Parce qu'aujourd'hui on sait pas faire. C'est de la technologie. Oui, mais aujourd'hui avec tous nos iPhones... Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas comment ça marche. Ils savent pas comment ça marche. Ils savent pas comment ça marche. Moi je sais comment marche un ordinateur. Je sais comment marche un téléphone portable, comment marche une caméra. Si tu veux. Donc ça me permet d'appréhender la réalité. Mais les gens ne savent pas. Oui, mais est-ce que tu sais comment on fait une pyramide? Comment on construit une pyramide? Mais je m'en fous, moi. Non, mais c'est trop facile. Il n'y a pas de pyramide ici. Enfin, ici, il n'y a pas de pyramide. Il n'y a pas de pyramide, mais pourquoi revenir à cette putain d'idéologie qui est dure à couper comme au couteau? Mais si tu me parles d'idéologie, moi je te parle de technologie. C'est-à-dire, tu me dis, aujourd'hui on a des technologies, machin, moi je te dis oui, mais à l'époque dont tu me parles, ils avaient des technologies certainement supérieures aux nôtres, et ils n'avaient pas le capitalisme. Mais certainement pas. Ils n'avaient pas d'ordinateur, ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas de caméra. Mais non. C'est rien. On les aurait retrouvés. Écoute, il faut qu'on discute sur des choses que tout le monde peut voir, pas sur des choses qui sont peut-être ou peut-être pas, parce qu'il n'y a pas moyen de discuter. Il n'y a pas moyen de discuter. Là, on est en face d'un ordinateur, chacun le voit, donc on peut discuter. La pyramide, elle est devant nous aussi. Mais elle n'est pas là. J'habite pas une pyramide. Oui, mais non, mais elle existe. Tu peux pas la nier. Mais là, toi, tu tires des espèces de conclusions sur la pyramide que toi tu vas tirer. Pas moi, c'est pas moi, c'est des scientifiques. Mais des scientifiques, j'ai vu un documentaire là-dessus, j'étais mort de rire, enfin. Alors si tu veux, à chaque fois tu me refais le coup de la pyramide. Mais non, c'est parce que... Alors là, je vais pas terminer, on me refout la pyramide dans les dents. Non, c'est pour expliquer que c'est un peu une assertion de dire quand même, ça s'est passé comme ça pour toute l'humanité, alors que voilà, moi je recadre en disant, attends, c'est peut-être un paradigme européen, c'est pas un paradigme universel. Si tu veux que je continue, on va dire c'est un paradigme européen, enfin eurasiatique. Parce que eurasiatique. J'ai inclus la Chine et le Japon qui fonctionnent à peu près de la même façon. Voilà, les deux bords du continent. Donc, et pour le reste, je sais pas. Donc je vais te dire, je sais pas. Donc je sais pas. Donc je peux pas tout savoir. Si tu veux, j'ai une connaissance perpétuelle. Donc moi, j'avais prévu de vous parler de l'électricité. Je ne sais pas si j'aurai le temps, parce que il y a... Donc là, ma démarche, c'est de dire, pour qu'il y ait investigation, il faut qu'il y ait
une certaine idéologie pour qu'il y ait une volonté d'investigation. S'il n'y a pas une idéologie pour vouloir chercher, c'est-à-dire l'idéologie du doute et de vouloir expérimenter, on ne va pas avancer. Donc c'est ça qui est important, c'est que le premier qui a introduit ce genre d'idéologie, c'est Pierre Abélard, sur lequel c'est basé. Le micro il est tombé, il faut remettre le micro. Sur laquelle Descartes s'est très très largement inspiré et qui a permis, si tu veux, les avancées scientifiques des XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà. Donc on a... Si tu veux, encore je vais montrer quelque chose que j'ai peut-être déjà montré, qui est l'invention de l'usine. Alors on va pas me reprocher d'être contre la religion, parce que c'est bien les cisterciens qui ont inventé l'usine. Hein, c'est les moines. Les moines cisterciens qui ont inventé l'usine au XIIe siècle. Voilà, donc il en reste une belle qui est l'abbaye de Fontenay, hein, et donc c'était toujours sur la même sur le même schéma. Hein, donc ça c'est une forge, hein, c'est une forge avec qui marche avec l'énergie hydraulique. Hein, l'énergie hydraulique qui est l'énergie médiévale par excellence, c'est-à-dire qui est le moteur médiéval par excellence. Hein, c'est le moteur, comme il y aura le moteur à vapeur après, hein, que là les usines fonctionnent avec ça, et on fait et des usines marcheront avec ça jusqu'au milieu du XXe siècle. Hein. Parce que moi je suis né dans une usine qui avait ça. Donc ça c'est une avancée de technologie extrêmement importante. Hein, et donc ici on voit ici, par exemple, cet exemple-là, qui est un marteau-pilon, premier marteau-pilon, qui est animé par une roue à moteur hydraulique. Hein, donc ça c'est une forge, voilà. Et donc là il fabriquait des clous, il fabriquait du fer, des tas de trucs, des bouts de fer, des machins. Donc voilà les premières usines. Hein, voilà. Et donc et donc là, on assiste à une très grande avancée technologique au XIIe siècle, mais pas d'avancée scientifique. L'avancée scientifique, ça viendra à partir du XVIIe siècle, où là, on va commencer à comprendre la matière, comment elle fonctionne. Hein, donc la science, c'est de dire voilà la matière. Il y a le grand Newton. Hein, je vais aller essayer d'aller plus vite, puisque Newton c'est un élément capital, si tu veux, dans la recherche, parce qu'il était d'un éclectisme absolu. Il a inventé le télescope à miroir. Tu vois, la lunette de Galilée, c'est avec la diffraction de la lumière. Tandis que lui, il invente le véritable télescope. Donc tu vois qu'il a beaucoup écrit sur la mécanique céleste. Bon, il a écrit sur la mécanique, ce qu'on appelle la mécanique en général, c'est-à-dire l'énergie cinétique égale 1/2 de mv2, et comment ce qu'on appelle la mécanique newtonienne, hein, ce qui est aussi une mécanique réversible. C'est-à-dire que quand tu fais une équation sur la chute des corps, hein, x égale 1/2 gamma t2 plus v0t plus x0, tu peux retrouver la position de l'objet, si tu veux, elle est réversible quand tu changes les éléments de ton équation. Hein, c'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de flèche du temps, si tu veux, j'en ai déjà parlé, c'est Prigogine qui va introduire la flèche du temps dans la connaissance. Hein, donc Prigogine, c'est important, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, parce qu'à chaque fois que je parle de Prigogine, c'est la fin. Donc, je vais en revenir à deux éléments extrêmement important. Donc là encore, ma démarche, c'est de démontrer comment les sociétés fonctionnent. Là,
nous avons, et quelle est la problématique aujourd'hui, puisque il y a ces histoires d'énergie libre et cette grosse quantité de technologie que j'appelle la technologie en déshérence. Aujourd'hui, en déshérence. C'est quoi la technologie en déshérence? Ce sont des inventeurs qui, au fond de leur garage, ou même des chercheurs, parce que on parlera de l'effet, comment il s'appelle là que tu m'as demandé tout à l'heure. Dumas. L'effet Dumas. Dumas, c'est un vrai chercheur, c'est pas un bricoleur. On parle de l'effet Dumas, c'est un vrai scientifique, et que évidemment, il y a un blocage aujourd'hui dans les avancées scientifiques et techniques, puisqu'il n'y a plus d'industrie. L'industrie n'existe plus. L'industrie, elle est barrée en Chine parce que les salaires sont très bas, mais on voit bien qu'ici, il n'y a plus d'industrie. Donc il n'y a plus d'industrie et il n'y a plus d'industriels pour investir dans des avancées technologiques. Donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Alors, si tu veux, les technologies usuelles d'aujourd'hui, sont régies par seulement deux principes scientifiques. Et c'est pas beaucoup. C'est pour dire qu'il reste encore énormément à faire. Les deux principes scientifiques qu'il y a ici, le seul principe scientifique qu'il y a ici, c'est l'électricité et l'électronique. Donc on voit ici tout ce qu'on peut faire avec l'électricité. Et donc cette électricité, on a commencé à la mettre en évidence au XVIIe, on va dire, je suis encore perdu dans mes affaires. Bon, on l'a mis en évidence à fin du XVIIe, début du XVIIIe, l'électricité. Au départ, c'était une attraction. C'était simplement une attraction. On mettait en évidence surtout l'électricité statique. On ne savait produire que de l'électricité statique. Et donc, on savait la stocker dans la bouteille de Leyde. Alors, il faut que je retrouve mes petits. Voilà. Alors, en gros, Newton, bouteille de Leyde. Voilà. Donc, on arrivait à produire de l'électricité par électricité statique, c'est-à-dire en frottant. Il y avait une roue, on avait la main ou un bout de laine, et on frottait sur un tambour de verre. Donc on produisait de l'électricité statique, on ne savait pas trop comment que ça marchait, et on allait la stocker dans cette bouteille de Leyde, qui est la premier système de stockage d'électricité, qui est en fait un condensateur. Tu vois, donc le condensateur, il fonctionne finalement entre... Ça servait à quoi stocker l'électricité, ça a permis aux chercheurs d'accumuler de l'électricité et de pouvoir faire des expériences. Ça servait à rien. Ce n'était qu'un objet de laboratoire. Au début, si tu veux. Au début, on ne savait pas trop comment que ça marchait. Tu vois, les premières applications, c'est celle de Benjamin Franklin qui met en évidence que le tonnerre, c'est de l'énergie électrique, puisque là, sur cette bouteille, c'est des Français qui ont mis ça, ils ont mis une grande perche métallique, ils ont attendu qu'il y ait de l'orage, l'orage est tombé sur la perche et ça a potentialisé la bouteille de Leyde et qu'ils ont réussi à faire un arc électrique en touchant le côté et les deux pôles, tu vois, donc il y a un entourage métallique, ici tu as un pôle et sur le côté tu as l'autre pôle. Et tu as le diélectrique qui est le vert, qui sépare les deux et qui fait qu'on accumule de l'électricité statique. Et sans ce truc-là, on n'aurait jamais pu aller plus loin dans l'énergie électrique. Voilà, donc ça c'est au XVIIIe siècle. Et donc, l'autre principe qui nous régit, c'est pour dire qu'il y a finalement il y a très peu de principes techniques, c'est que d'après moi, on n'est qu'au début de la connaissance. C'est que là,
Amadeo Avogadro, la loi d'Avogadro. Tu connais la loi d'Avogadro? C'est PV égale NRT. C'est la loi qui dit que la pression est proportionnelle. La pression multipliée par volume est proportionnelle à la température. C'est-à-dire quand tu augmentes la température, tu augmentes la pression. Et donc ça, c'est le principe physique qui est à l'origine des moteurs à vapeur, moteurs à explosion. Tu vois, là je vais reprendre ma voiture, donc je vais dire un bonjour à monsieur Avogadro, et puis un bonjour à monsieur qui a, enfin, ils sont tellement à avoir été dans l'électricité qu'il y en a énormément, si tu veux, et que il n'y a que ces deux principes qui nous régissent. C'est tout. Ici, c'est de l'électricité. Et puis, le reste, c'est le moteur à explosion qui fait que dans un cylindre, on va mettre un carburant avec de l'oxygène, on va faire une étincelle, ça va faire une réaction qu'on appelle exothermique, et en chauffant fortement, le gaz va augmenter de pression et va pousser le piston. Tu vois, et c'est grâce à ce monsieur qui en a édicté la loi de la température, de la pression, du volume. Et puis derrière, il y aura beaucoup d'applications, notamment en thermodynamique. Tu connais l'intérêt de la thermodynamique. Donc, l'électricité et l'expansion des gaz a donné lieu donc au 19e siècle et surtout à la fin du 19e siècle à un très grand nombre d'inventions techniques qui sont passées directement dans l'application de la technologie courante, si tu veux. C'est-à-dire que la première application de l'électricité, elle est importante, c'est l'éclairage. La première ampoule d'éclairage, donc là il y a le vide ici, et puis il y a un fil de carbone qui, quand on fait passer le courant, et évidemment le fil il s'échauffe, il est très fin, il s'échauffe, selon la loi de Joule, U égale RI de T, et donc en s'échauffant il devient incandescent. Et donc on a fait des premières ampoules vers la fin du 19e siècle, enfin le dernier quart du 19e siècle, on a commencé à pouvoir s'éclairer. Et donc Edison, lui, c'était un industriel et un ingénieur. Mais aussi, il était tout à la fois. Donc lui, il a fait de l'argent, il a pu mettre au point des systèmes d'éclairage, il avait des grands ateliers de recherche, donc il a investi énormément dans la recherche, mettre au point des systèmes et les commercialiser. Peut-être la première application électrique, c'était la télégraphie, quand même. La télégraphie, dans les années 1850 par là, on a pu couper un courant électrique avec un commutateur et envoyer de faire en sorte qu'un électroaimant à l'autre bout de la ligne marche. Tu vois ? Et donc on a inventé l'alphabet Morse qui permet de faire des traits et des points. Donc j'envoie du courant, j'enlève le courant, j'enlève du courant. Sur la ligne de télégraphe, il n'y a pas un courant continu. Il y a juste des bouts de courant qui font marcher un électroaimant à l'autre bout. Et qui, alors, donc là, il y a une société qui s'appelle Western Union,
Western Union, qui était la première à faire passer le télégraphe d'un bout à l'autre des États-Unis et qui existe encore. Non, ces gens-là, ils ont fait. Aujourd'hui, ils font passer l'argent, mais bon. Hein? Aujourd'hui, ils font passer de l'argent. Maintenant, ils font plus de télégraphie, ils font plus que du pognon. Voilà. Donc ça, c'est une des premières applications électriques. Puis il y a eu l'éclairage, mais le problème de l'éclairage, la grande problématique, c'est de dire on va éclairer les gens et les villes. Or, le problème était que Edison, lui, il travaillait sur des courants faibles à courant continu, mais sur lequel on ne pouvait pas transporter le courant sur des grandes distances dû à l'effet de résistance. Hein? Donc on a su rapidement comment créer du courant parce que Maxwell a trouvé l'analogie entre le courant et le magnétisme. C'est-à-dire que quand tu fais passer un courant dans un conducteur enroulé sur un bout de fer, tu en fais un aimant. Et de l'autre côté, quand tu fais passer un aimant dans un enroulement, tu crées un courant. Donc on a pu rapidement inventer la façon de fabriquer du courant en faisant des dynamos ou des alternateurs. C'est-à-dire que par un mouvement mécanique, on fait passer des aimants sur des enroulements et on fabrique du courant. Mais le problème était de transporter ce courant et donc quand Edison a voulu transporter son courant même sur des faibles distances, au bout du compte il n'avait plus rien. Parce que tu avais la résistance, tu avais le câble qui chauffait, mais au bout du compte, U égale RI, au bout du compte il n'y avait plus rien. Donc on s'est dit, on va pas pouvoir faire des grandes applications industrielles avec ça. Et lui, Edison, a dit oui, mais attends, on va faire plein de petites usines de production électrique un peu partout. Donc tous les 2-3 km, t'en aurais une, pas possible. Mais c'est là que Nikola Tesla, lui, il a trouvé le moyen de transporter le courant par deux sortes. D'une part, par le courant alternatif, donc le courant va dans un sens et dans l'autre. Donc il n'a pas le temps de chauffer, puis il passe par du plus et par du moins, tu vois, il y a une sinusoïde. Mais en fait, ce qui fait que dans la réalité, tes électrons vont dans un sens et vont dans l'autre, d'une part, et d'autre part, il a fait du courant à haute tension, puisque selon l'équation U égale RI, c'est-à-dire le voltage égale la résistance multipliée par l'intensité, plus tu as de voltage et moins tu as d'intensité. Et comme c'est l'intensité qui fait chauffer le conducteur, donc lui, il s'est mis avec General Electric, qui a développé les premiers transformateurs, qui permettaient de faire de la haute tension et après de ramener à la basse tension au niveau du consommateur. Voilà. Donc maintenant tout le monde a un transformateur près de chez nous. Donc on a vu que c'est ça pour dire que pendant cette période qui va, on va dire de 1880 à 1910, la société a fait un bond considérable du point de vue technologique. Je vois ma grand-mère, elle est née en 1888, tu vois, elle est morte en 1973. Si tu veux, elle, au cours de sa vie, elle aura connu le moteur à explosion, le téléphone, alors que sa mère ne connaissait pas ça, l'avion. L'avion à réaction, le cinéma, et peut-être qu'on avait marché sur la Lune. Alors, je dis bien peut-être. En 1968. Mais si tu veux, on voit bien qu'au cours de sa vie, elle a connu des avancées technologiques foudroyantes. Alors, elle est passée d'un système à un autre. Tandis que moi, quand je suis né, il y avait déjà pratiquement tout ce qu'il y a maintenant. Une voiture, elle marchait pratiquement comme maintenant. C'est des pneus, moteur à explosion, il y avait le téléphone, il y avait des avions à réaction, il y avait tout.
bateaux. Si tu veux, hein, il y avait déjà les fusées. C'est juste qu'on a amélioré un peu ce qui existait déjà, quoi, c'est tout. On a amélioré ce qui existait déjà. Alors, on a fait des avancées en électronique par la miniaturisation, si tu veux. C'est la technologie qui a amené la miniaturisation, mais on avait déjà inventé l'ordinateur, la machine de Turing, qui a permis de casser les codes Enigma des Allemands, et qui a permis aussi la mise au point de la bombe atomique. Hein, et donc, j'ai expliqué la dernière fois que le bug, d'où vient le bug, c'était les cafards qui se mettaient dans les contacts. Voilà. Tu vois, parce que c'était des contacts dans les fils. Donc, et ça c'est resté. Et donc on voit bien que on n'a pas trop avancé, quoi. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a le XVIIe siècle qui édicte une théorie générale de la recherche, mais en partant du Moyen-Âge, et puis le XVIIIe siècle qui commence à édicter des très grandes théories qui restent encore valables avec Newton, notamment Huygens, etc. Des très grandes théories scientifiques, Lavoisier avec la chimie, et que le XIXe siècle est plutôt une période où on arrive à trouver des applications directes de tout ça, et à faire de l'industrie avec toutes ces applications, et notamment tout ce qui entoure l'électricité. Ça va, le moteur électrique, le métro, c'est quelle date métro? C'est la fin du 19e. Voilà, le moteur électrique, l'avion, la traversée de la Manche. Non, l'avion c'est le moteur à explosion, mais dans l'électricité, il y a l'éclairage, le téléphone et les moteurs. À peu près. Voilà. Donc on voit que tout ça, ça a bouleversé la vie des gens, et que tu vois, il s'est passé très peu de temps entre le moment où on met au point un moteur électrique et on fait le métro. Le métro que va emprunter tout le monde. Tu vois, que va emprunter tout le monde. Bon, on voit que c'est important. Alors on va faire la deuxième petite pause, si la régie est prête. Elle l'est. Après on va parler des énergies libres. Voilà, qui nous laisse un peu de temps. Et pourquoi maintenant on va parler d'énergie libre? Parce que on devrait pas. Ça ne devrait pas exister. On devrait avoir une continuité dans la recherche et la technologie, alors qu'aujourd'hui, il y a un arrêt absolu là-dedans, c'est-à-dire que les grands principes physiques, finalement, il n'y en a que deux, et puis il y a plein de principes physiques qu'on a laissés de côté, qu'on ne va pas rechercher, comme la gravitation, comment que ça marche, pourquoi il n'y aurait pas des anti-gravitations, parce que si au lieu d'avoir des roues, ma voiture, moi je pensais que ma voiture elle allait voler, moi. J'en étais sûr quand j'étais petit. Tu vois, que maintenant ma voiture elle a des roues comme la voiture de ma grand-mère, tu vois. Ça n'a pas tant évolué que ça, quoi, en fait. Ben non, ça n'a pas évolué, et que on brûle des choses pour faire de l'énergie, c'est complètement ridicule. On en parlera juste après, on fait une pause, Steph il est prêt. Donc là ça va, est-ce que les gens C'est good. Ok, c'est parti. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours pour ce débat, on va dire, sur les énergies. Donc, il y a pas mal de... Sur la technologie et l'industrie. La technologie et l'industrie. Alors, parce qu'il n'y a pas de technologie sans industrie. Et donc le problème aujourd'hui, c'est que s'il y a des technologies en déshérence, donc c'est le terme que j'emploie, c'est qu'il n'y a pas d'industrie pour les reprendre. Donc, alors pourquoi il n'y a pas d'industrie pour les reprendre? On en a abondamment parlé, mais c'était une époque où il y avait beaucoup moins de gens. C'est qu'il y a des mécanismes financiers qui font que aujourd'hui, le meilleur moyen d'accumuler du capital, puisque à l'époque du capitalisme triomphant d'Edison et de General Electric et de Marconi, on n'a pas parlé des ondes électromagnétiques, et puis des premières TSF, télégraphie sans fil. Moi quand j'étais petit, on l'appelait encore la TSF, l'espèce de meuble en bois là.
c'est à la TSF, télégraphie sans fil. Et donc Marconi par exemple s'est fait beaucoup d'argent, Edison aussi, avec tous ces produits qui étaient passés rapidement de la science à la technologie, à l'industrie. Marconi vendait les... Marconi c'est les premières radios. Radio. Edison, lui, c'était quoi plutôt les Et Edison c'est l'éclairage et le téléphone. Et le téléphone avec Graham Bell. Et Tesla, lui, il a fini... micro, je sais pas. Là, on m'entend là. Ah d'accord, désolé. Oui, je disais donc pour ce qui est de comment on appelle ça, de Tesla, il a fini dans la pauvreté. Alors tu vois, on nous disait en plus que c'était comment on appelle ça. C'était Rockefeller, hein, son mentor, hein, parce qu'ils avaient tous il travaillait avec General Electric. Rockefeller, semble-t-il, lui a dit, quand on lui a présenté son projet d'énergie libre, où est-ce qu'on met le compteur? Ouais, bah voilà, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, le problème, c'est que pour fabriquer le courant électrique, il fallait faire tourner, comme j'ai dit, il y avait un mouvement mécanique, et pour faire tourner ce mouvement mécanique, il y avait deux façons. On pouvait utiliser le vieux truc du moulin, tu vois, à eau, hein, et d'utiliser ce qu'on a appelé la houille blanche, ou utiliser des centrales thermiques, hein, et des premières centrales à charbon, où avec de la vapeur on faisait tourner les turbines et on faisait marcher les alternateurs. Après on a utilisé le pétrole, c'est-à-dire que on a utilisé une matière première laquelle on pouvait spéculer. Donc on a vu l'émission sur les prix du pétrole, hein. Tu vois que pendant très longtemps le pétrole a été à 2 $ le baril pendant des années, puis pouf, il est monté à 20 après le pseudo-choc pétrolier, et puis maintenant il est monté à 100 $ le baril, et quand on a vu la concomitance entre le prix du pétrole et la dette. Plus la dette augmente et plus le prix du pétrole augmente. Pourquoi? Parce que j'avais démontré que la dette permet d'avoir des capitaux disponibles importants par l'escompte des obligations de dette, et que à partir de là on dispose de capitaux et on peut jouer sur les marchés à la hausse. Donc on sait que plus on a de capitaux, plus on peut faire de transactions, et on voit que le nombre de transactions, j'ai pas encore, on n'a pas le temps, mais je pourrais remontrer les courbes, c'est que le nombre de transactions qu'il y a suit l'augmentation du prix du pétrole. Tu vois, hein, et on voit que le nombre de transactions qui existent pour un volume de pétrole à peu près constant, hein, il augmente parce qu'on achète, on vend, un pétrolier va se vendre 100 fois, quoi. Donc, et donc ça permet de faire monter les cours de ces matières premières, et donc de générer énormément d'argent. Donc l'argent généré par la spéculation sur le pétrole est considérable, et donc ne nécessite plus de s'emmerder comme Edison à faire des produits, des marchandises, quoi. Voilà. Donc on a pu en plus, il y a la fameuse loi de la baisse tendancielle du taux de profit qui a joué, c'est-à-dire que aujourd'hui, pour fabriquer une voiture, il faut énormément d'investissement considérable, et que les industriels qui ont investi dans une ligne de production, bah, si tu leur casses tout, tu fais des voitures qui volent et puis qui n'ont plus besoin de carburant, il va falloir qu'ils revoient tous leurs investissements industriels, donc ils ne sont pas chauds pour ça, quoi. Tu vois, donc il y a un frein à l'investissement industriel, un frein que tout le monde comprend. Si on ne comprend pas, on peut poser la question. Je vais expliquer pourquoi on n'investit plus dans l'industrie, et que... Enfin en Europe. Parce qu'en Chine, ils investissent encore. Oui, alors ouais, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Oui et non. C'est-à-dire que en Chine, si tu veux, on utilise l'industrie qui, ici, chez nous, ne paye plus. Du fait de la loi du taux de profit et de la baisse de la valeur des marchandises. On voit que quand les marchandises baissent de valeur, hein, les salaires occidentaux ne correspondent plus
Ah ça, si tu voulais faire fabriquer ça avec des salaires occidentaux, tu paierais 2 fois ou 3 fois le prix de ce truc-là. Donc au début des téléphones portables, on te rappelle, les Finlandais, Nokia, ils les fabriquaient, puis après, ils leur filaient ça au Shintok. Tu vois, donc c'est aussi pour ça que... Oui, mais aujourd'hui, les technologies, enfin, la Chine, on sait qu'ils investissent énormément dans la recherche-développement, ils produisent un nombre d'ingénieurs incroyable par an, ils ont un nombre d'ingénieurs assez incroyable. Oui. Et est-ce qu'on peut pas dire que d'ici, dans une dizaine, vingtaine d'années, c'est eux qui vont être leaders dans les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'ils seront plus simplement copieurs, machin, ils vont inventer des nouvelles technologies. C'est possible. Parce que j'ai vu déjà, ils fabriquent un train ultra rapide là, qui va mettre notre TGV à l'ouest. On peut dire que ça risque de sortir un avion, j'en sais rien, dans 10 ans, une fois ils ont... Alors, mais pourtant, en ce moment, si tu veux, on va regarder les technologies en déshérence. Alors, il y a le fameux moteur Minato, que tout le monde a entendu parler. Hein. Voilà. Bon. Alors, le moteur Minato a quand même trouvé des capitaux au Japon, mais pas ailleurs. C'est-à-dire le moteur Minato, voilà. En gros le principe, donc on sait que comment fonctionne un moteur électrique, hein. Le moteur électrique il fonctionne par attraction magnétique, donc tu as un truc qui change de pôle, donc tu as un pôle plus, un pôle moins dans un aimant. Hein, et puis tu vas le faire attirer par ce côté-là, puis tu vas changer le pôle, tu vas le faire attirer par ce côté-là. Donc ça va tourner. Hein, le pôle plus va aller vers le pôle moins, puis tout d'un coup, paf, ça va changer. Hein, et puis ça va être le pôle inverse, et le moteur va tourner. Et donc